si on veut contextualiser, pour lancer effectivement le sujet, c'est de considérer qu'aujourd'hui, dans les usages, on ne peut plus rien faire sans les données data. Les données data sont de plus en plus riches, sont de plus en plus brassées, sont de plus en plus fines et pertinentes et sont servies de plus en plus et surtout de mieux en mieux au profit de leurs utilisateurs. Et dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui, on va surtout penser aux forces commerciales, que ce soit les conseillers dans les réseaux de vente, mais également l'efficacité managériale. Et vous êtes plusieurs directeurs ici d'agences du CIC et de Caisse Crédit Mutuel à être nourris avec cette intention et préoccupés de la meilleure valorisation possible de toute cette force du digital. Or, aujourd'hui, on se rend bien compte que ce qui fait peut-être la première richesse d'une entreprise, c'est le levier humain, le facteur humain, mais également avec toute sa diversité, toute sa complexité. Donc, le sujet qui vous est proposé aujourd'hui et que je vais proposer à Richard de démarrer, c'est de dire, ben voilà, je suis une start-up, j'ai une proposition de valeur très forte qui nécessairement est largement portée, largement outillée avec et par le digital. Comment je la présente à un grand compte, comment je la présente à un corporate, et de l'autre côté, comment le corporate, avec toute la profondeur de prise en main que je vais lui proposer, comment le corporate va pouvoir appréhender et intégrer au profit de ses utilisateurs. On pense tout particulièrement aux commerciaux et au niveau managériel, comment le corporate va pouvoir intégrer tout ceci. Richard, je te laisse présenter sommairement et rapidement ta proposition de valeur. Bonjour à tous, donc Richard, donc le cofondateur de Devor. Devor, c'est une solution SaaS de pilotage décisionnel pour les réseaux de restaurants. Donc en fait, nous, on est parti justement d'un constat qui est exactement celui-là, c'est que dans le secteur de la restauration, depuis 2014, grâce à la digitalisation, le secteur est en pleine révolution. En fait, il y a plein de startups qui proposent des produits innovants qui viennent répondre à chacune des problématiques du métier de restaurateur. Donc en fait, au préalable, vous faisiez votre chiffre d'affaires sur une caisse enregistreuse. Aujourd'hui, avec Uber Eats, avec Deliveroo par exemple, vous pouvez utiliser le même outil de production et vendre sur des marketplaces. Vous pouvez avoir des systèmes de commandes en ligne, c'est pour essayer d'illustrer un peu tout ça, des systèmes de bornes digitales. Voilà. Donc il y a plein de choses qui génèrent plein de données, justement. Et de manière un peu paradoxale, au final, jamais un restaurant n'a généré autant de données qu'aujourd'hui. Et pourtant, jamais un restaurateur n'a été aussi peu en mesure de les exploiter, de les utiliser. Donc ça, justement, c'est ce que nous, on propose, c'est de venir consolider toutes ces données sur une même plateforme de gestion pour rendre ces données exploitables, utilisables et permettre d'améliorer les performances au quotidien par les différents utilisateurs. Et à ce titre, toutes ces données qui sont poussées au profit effectivement des utilisateurs, dans ton cas, le réseau de restaurateurs, quelles sont les propositions d'accompagnement pour valoriser l'appropriation, l'appréhension de ces données? Donc en fait, nous, aujourd'hui, on s'attaque vraiment au réseau de restaurants. Donc on propose vraiment trois modules derrière pour pouvoir utiliser ces données. Un module de reporting où on va automatiser tout ce qui va être tableau de bord de pilotage d'activité, indicateur de performance. Un module, et puis après 2 modules qui vont donner de la valeur ajoutée à la donnée également, c'est très important. Donc avec de la prévision de vente, on développe des algorithmes prédictifs qui utilisent toutes les data passées pour permettre de mieux prévoir quelles vont être les ventes et la fréquentation à venir. Mais également un module d'objective management. L'idée, c'est vraiment de descendre des objectifs précis à chacun des collaborateurs pour utiliser la donnée, que chacun puisse utiliser la donnée pour améliorer les performances de l'entreprise. Donc nous, après, dans la démarche, quand on s'adresse à des réseaux de restaurants, ce qui est très important, et c'est un peu tout l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir une structure qui soit suffisamment commune à chacun, mais il faut réellement personnaliser l'outil, l'adapter aux besoins de ces différents utilisateurs, parce qu'on ne peut pas s'adresser aujourd'hui à des réseaux, à des grands groupes, sans prendre en compte ce qu'ils utilisent déjà aujourd'hui, les besoins qu'ils ont et les habitudes qu'ils ont. Donc il faut qu'on s'adapte et trouver le bon ajustement entre quelque chose d'assez générique et de très personnalisable. Très bien. Merci Richard. Et côté Crédit Mutuel Alliance Fédérale, quand une offre ou un outil nouveau est déployé, quelles sont effectivement les démarches qui sont engagées par la formation, par la direction générale, par les RH pour en faciliter et en accélérer l'appropriation?
on est aussi en plein dans une révolution d'utilisation de nos outils. Et pour nous, alors d'un point de vue RH pur, et non pas sur la partie organisation, l'objectif est de savoir comment nos collaborateurs vont s'approprier l'ensemble de ces nouveautés. Sur le fond, on fait le même métier. Par contre, sur la forme, il est en train de changer de façon très importante. Donc, il y a la partie formation. Là, Olivier sera plus apte à répondre que moi, qui bien sûr génère un plan mis en place pour accompagner nos collaborateurs. Mais ensuite, l'essentiel, c'est que sur le terrain, cette formation soit mise en œuvre. Donc là, on s'organise. On a un service commercial et organisation qui est présent sur le terrain. Donc là, notre directeur général a mis en place une structure d'accompagnement sur le terrain. Mais surtout, je pense que le levier essentiel chez nous, c'est le levier managérial qui va permettre, avec l'appropriation des outils et le suivi, que chacun prenne en compte ces nouveaux outils. Et l'élément fondamental qu'on a aujourd'hui à mettre en œuvre, c'est surtout le sens qu'on donne à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire cette évolution, que chacun de nos collaborateurs la prenne en considération, qu'ils voient où on veut aller, donc fixer des objectifs et qu'ils soient complètement compris, et qu'ensuite, dans la mise en œuvre et l'utilisation des outils, il y ait une pertinence dans tout ce qui est fait au quotidien. Et ça, c'est un travail de longue haleine, notamment dans une structure qui est importante comme une banque, dont le métier n'est pas forcément lié avec une latence quand même qui est très importante par rapport à ce qu'on va mettre en œuvre. Donc l'utilisation au quotidien et les outils de suivi qu'on va mettre en place pour savoir comment l'ensemble des outils sont adaptés est extrêmement important. Et puis ensuite, il y a une autre donnée, mais peut-être qu'on en parlera après, sur les données, la data liée à nos propres collaborateurs. Là-dessus, je pense qu'on en parlera aussi après, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. D'accord. Et Alexandre, pour compléter un petit peu les propos d'Alexandre, en matière de formation et d'accompagnement des collaborateurs sur l'évolution digitale, nous, au niveau de la filière de formation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, on travaille sur un périmètre de 55 000 collaborateurs, donc avec des niveaux de connaissances en matière d'acculturation digitale très, très hétérogènes. Et la difficulté pour l'accompagnement, c'est de pouvoir accompagner chacun par rapport à son niveau de départ. Donc on est obligé de travailler sur des systèmes d'adaptative learning, ou avec en matière d'e-learning, un outil qui va s'adapter à la connaissance du collaborateur et faire en sorte de l'accompagner, quel que soit son niveau de départ. La difficulté est vraiment ici. Il faut construire des modules qui s'adaptent à chacun et qui vont évoluer avec les systèmes de questions-réponses, faire en sorte que plus on peut élever le niveau en fonction des bonnes réponses, et si les réponses ne sont pas exactes, l'outil adapte automatiquement les futures questions aux collaborateurs. Et je rejoins quand même Alexandre en disant qu'au quotidien, la clé de voûte de l'accompagnement des collaborateurs, que ce soit en matière de digital ou autre, c'est le manager de proximité. Quand on évoque manager de proximité, quand Alexandre, tu précisais sens, valeur, comment est-ce que vous activez effectivement ces dimensions dans un contexte où dorénavant on peut parler aussi d'infobésité, on peut parler de saturation, on peut parler de sursollicitation. Comment est-ce qu'effectivement vous gérez ce contexte qui peut parfois faire contrainte ? On s'appuie sur nos managers de proximité, c'est évident. On avait des outils qui nécessitaient des bases de données très importantes qui faisaient perdre beaucoup de temps à nos collaborateurs. On a commencé à développer un partenariat il y a quelques années avec IBM de façon à utiliser les outils cognitifs, donc Watson en l'occurrence, intelligence artificielle, de façon à démontrer la capacité qu'ont ces outils-là à nous apporter des plus en termes de gain de temps. Donc ça, on a cet accompagnement qui se fait par nos outils. L'accompagnement terrain aussi par nos équipes d'organisation est extrêmement important. Je pense que là, on recentre la place de l'homme aussi par rapport à la machine. Je pense que ça, c'est quelque chose qui chez nous est extrêmement important. Donc ces outils-là, on doit les développer au quotidien. Tout le monde n'est pas au même niveau, tout le monde n'avance pas au même niveau. Nous, on est sur un périmètre de 1340 collaborateurs sur le Crédit Mutuel du Sud-Est. Dans ce contexte-là, tout le monde n'a pas la même capacité à s'adapter, que ce soit d'ailleurs, y compris pour des gens qui, dans leur quotidien, à titre personnel, peuvent utiliser des outils qu'ils n'utilisent pas dans leur contexte professionnel. Ça, c'est extrêmement important. Donc attention aux choses trappes qui consisteraient à dire les plus jeunes vont y arriver facilement et ceux qui ont déjà 20-30 ans de boutique s'adapteront moins facilement. Ce n'est pas tout à fait le cas. Mais l'utilisation au quotidien est extrêmement importante. Il faut faire digérer l'ensemble de cette digitalisation, montrer la pertinence de l'utilisation de ces nouveaux outils. À ce sujet, peut-être la vision portée par le groupe et portée par la direction générale. Bonjour à toutes et à tous. Oui, en fait, dans le monde de la banque, on vit une révolution là, depuis quelques temps.
Alors ça va très vite et c'est difficile, très difficile dans une institution qui, comme le disait Alexandre tout à l'heure, de 55 000 salariés. Et donc, évidemment, la force première d'une grosse institution comme ça, c'est pas forcément l'agilité. Et donc, une des difficultés majeures qu'on a, mais on y travaille et je pense qu'on réussit plutôt bien, c'est le choix de toujours s'être appuyé sur le manager de proximité. Pour nous, la clé de voûte du fonctionnement de notre boutique, c'est le manager de proximité, c'est le directeur de la caisse. C'est un vrai patron, un patron de PME. Donc c'est à nous de trouver les outils qui vont bien et c'est là qu'il faut qu'on s'ouvre davantage vers justement les startups qui sont capables de nous apporter des solutions qui vont permettre de mieux utiliser la donnée, de la rendre plus pertinente et surtout de faire en sorte que ces données génèrent des opportunités de contact, des opportunités de vente pour nos collaborateurs. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec, c'est vrai, une utilisation de data qui est même encore, je dirais, aux antipodes de ce que certains autres savent faire, mais enfin, on progresse quand même pas mal. Et puis, nos outils nécessitent un temps d'adaptation par nos collaborateurs. On a par exemple décidé depuis quelques temps de complètement abandonner les campagnes commerciales qui faisaient le quotidien dans nos grandes entreprises. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, on a une approche qui est beaucoup plus personnalisée. Et pour que cette approche personnalisée soit efficace et qu'on réussisse demain à faire en sorte que nos clients aient la satisfaction que vous évoquiez très justement tout à l'heure, eh ben, c'est d'être pertinent quand on va aller vers eux. Et si on veut être pertinent, il faut avoir des données qui soient de qualité et les exploiter de façon la plus efficace possible. Mais clairement, notre organisation, elle est bâtie sur le manager de proximité, donc on a besoin aussi de leur donner les outils. On a besoin de leur donner les moyens je crois que c'est Olivier qui disait tout à l'heure, aujourd'hui on est couvert par des problématiques réglementaires qui font que malheureusement ça prend souvent le dessus, mais pour nous l'objectif numéro 1, c'est inscrit dans nos statuts, j'aime bien le répéter chaque fois parce que le Crédit Mutuel n'est pas une banque comme les autres, c'est que notre premier souci c'est pas de satisfaire des actionnaires mais de satisfaire nos sociétaires qui sont les copropriétaires de la maison. Et donc on s'appuie vraiment sur la proximité et sur nos collaborateurs de proximité, je le répète, c'est la clé de voûte du fonctionnement. Donc on a besoin de les aider et je pense qu'on peut trouver auprès des startups qui ont cette agilité, on peut trouver des solutions qui doivent être entre guillemets plugables sur nos systèmes. Et Astide, Valentin, tu le notes bien, on est sur la proximité et l'humain, un levier très important. Comment est-ce que vous pouvez interagir avec effectivement la force de l'innovation sur ce levier ? Bonjour à tous. C'est vrai qu'interagir sur la force du coup de l'innovation avec la donnée RH, c'est un vrai sujet parce que nous, moi, enfin en tout cas de mon expérience RH de formation, on avait de la donnée RH qui était un petit peu partout, un peu éparpillée. J'avais ma formation à un endroit, ma paye à un endroit, et c'était pas toujours facile de faire dialoguer tout ça. Et on avait également une enquête d'engagement, souvent qu'on faisait tous les 2 ans, et pareil qui était isolée, déconnectée en fait des autres données qu'on pouvait avoir sur les systèmes RH. Et nous, en tout cas, avec HPI et notre premier module SpeakUp, en fait, on a essayé de développer un outil qui en fait, permet de sonder les collaborateurs déjà sur une temporalité plus régulière, mais surtout un outil en fait, qui est ouvert et qui, dans l'idée, va venir se connecter avec d'autres outils RH déjà en place dans l'entreprise, pour pas que cette enquête qu'on fait une fois de temps en temps soit une donnée satellitaire en fait qu'on va faire une fois puis mettre dans un tiroir et ressortir l'année prochaine, mais pour qu'elle soit intégrée aux stratégies en fait de pilotage de l'entreprise au jour le jour. Et voilà, nous aujourd'hui c'est comme ça en tout cas qu'on voit l'innovation dans la partie vraiment utilisation RH de la donnée, c'est avoir le pouls en fait des collaborateurs, des managers plus régulièrement pour aussi mieux comprendre leurs besoins et mieux répondre à leurs attentes d'accompagnement dans justement tous ces changements, ces transformations qu'on vit aujourd'hui de plus en plus rapidement. Très bien. Donc une proposition forte et messieurs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, on voit effectivement que beaucoup de forces peuvent venir de l'extérieur, en l'occurrence des startups. Quels sont nos critères effectivement pour étudier, regarder, adopter une solution qui nous viendrait de l'externe par rapport à une logique plus traditionnelle d'internalisation ? Moi, je dirais déjà, avant de leur passer la parole, parce que c'est spécialiste du sujet, moi, je dirais d'abord s'ouvrir davantage, parce que c'est sûrement un des problèmes majeurs, c'est qu'on a des habitudes de fonctionnement, on ne part pas assez de nos collaborateurs.
Et on a commencé maintenant à les écouter davantage, on les sonde, on les questionne. Et je pense que si on réussit à justement inverser un peu cette tendance et à partir davantage du collaborateur plutôt que d'être descendant, comme on a eu tendance à le faire toujours, je pense qu'on s'ouvrira davantage à trouver des solutions satisfaisantes pour eux, mais aussi qui nous donneront un retour, puisque si c'est satisfaisant pour eux, ça le sera pour l'entreprise, c'est une évidence. C'est tout à fait vrai, on essaie vraiment de s'orienter vers l'utilisateur final. Au niveau de la formation, lorsqu'on a une demande qui vient de la direction générale, formée sur un thème qui soit réglementaire, commercial, comportemental, managérial ou autre, ce thème unique, il va être décliné en autant de particularités que vont demander les fédérations de crédit mutuel et les banques CIC. Donc nous, on travaille pour les deux réseaux. Donc la première chose qu'on va faire, c'est réunir les participants, les utilisateurs finaux de ces réseaux, pour leur demander quelle est leur vision, quelle est leur vision de l'attendu du module de formation qu'il va falloir construire. Et c'est partant de là qu'ensuite on remonte, on part en conception pédagogique, et derrière on intègre ça dans nos outils pour les déploiements. Donc à la limite, au sein d'un grand groupe, il peut y avoir des entités qui fonctionnent un petit peu comme des startups, parce que nous on est beaucoup plus petits, hein, l'organisme de formation c'est 150 salariés, au sein d'un groupe de 55 000. Voilà, donc on essaie de fonctionner avec le maximum d'agilité possible, dans un groupe qui, comme le disait Jean-Luc, l'agilité, il faut forcément la qualité première, bien qu'il y ait beaucoup d'autres qualités. Je pense qu'on peut se targuer dans le groupe d'avoir des développeurs informatiques qui sont les nôtres d'ailleurs, qui développent beaucoup de choses. Par contre, en termes de ressources humaines, il faut bien l'avouer, on est les parents pauvres. Hein. Je dis ça devant mon DG, mais il le sait. Donc nos outils à nous sont très obsolètes. Peut-être que la stratégie qu'on avait sur les ressources humaines aussi était différente. Elle a beaucoup évolué et je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Notre présence ici aussi, et pour ça, est fondamentale, des startups, de la façon de fonctionner déjà, du propre modèle, et puis des outils qu'ils peuvent nous apporter. Donc on parlait d'enquête de l'engagement de nos collaborateurs. Je ne suis pas fier de le dire, mais on vient de faire la première il y a de ça moins d'un mois maintenant. Donc on est dans cette stratégie où on est à l'écoute et on a besoin maintenant de traiter ces données issues bien sûr des enquêtes engagement, mais ici je parlais tout à l'heure donc des données liées à nos propres collaborateurs, donc pas celles de nos clients. On a beaucoup de données sur nos clients qu'il faut qu'on apprenne à exploiter correctement, mais sur nos collaborateurs aussi. Et là-dessus, donc, on est aussi en contact avec des startups qui nous donnent de la méthodologie, des outils, qui vont chercher aussi et comparer les données qui existent en dehors de notre propre entreprise pour voir par rapport aux compétences de nos collaborateurs, à ce qui s'est dit dans les entretiens professionnels, à leur souhait d'évolution, à ce qu'ils ont fait, à ce qu'ils font au quotidien avec leurs clients, pour qu'on puisse derrière nous les exploiter. À ce stade, nous avons finalement beaucoup évoqué le sujet des compétences. Tous les regards sont dorénavant, encore plus qu'auparavant, tournés vers les collaborateurs. Le premier levier, effectivement, de développement et de richesse des entreprises. Nous avons aussi évoqué le fait que Crédit Mutuel et l'Alliance fédérale est largement engagé dans ce processus, profite de ses expertises, profite de ses qualités d'organisation. En face, nous avons évoqué l'agilité des startups, et finalement, d'une certaine manière, des temporalités qui sont différentes entre la capacité à réagir très rapidement d'une start-up et une organisation forte d'un grand groupe qui, bien évidemment, n'est pas suiviste, est observateur, acteur effectif, et qui aujourd'hui est plus sur le niveau, finalement, de l'outil. Tu parlais d'adaptative learning, comment est-ce qu'on peut intégrer l'IA. Si on veut refocuser sur les compétences qui sont portées par les collaborateurs, je vous propose d'engager un sujet peut-être un peu plus prospectif, hein, mais quelles sont les compétences d'avenir que nous souhaitons détecter tous ensemble, que nous souhaitons valoriser, que nous souhaitons accompagner. Et on va profiter, si vous en êtes d'accord, de l'agilité d'une start-up. Et Valentin, effectivement, je te propose d'évoquer quelques points là-dessus. Alors, donc, concernant en fait donc ces sujets des compétences, moi aujourd'hui j'ai pas envie de vous parler donc de hard skill. Hard skill, ça va être peut-être ma connaissance juridique ou ma connaissance vraiment technique d'un métier. Peut-être est-ce que je connais tel type de langage informatique. Il y a vraiment des compétences qu'on appelle les soft skills, qui sont plus des postures, des attitudes, qui vont vous permettre en fait, dans tous les cas, je dirais, d'acquérir de nouveaux hard skills ou de nouvelles vraiment compétences. Et en fait, donc ces soft skills, moi, c'est quelque chose du coup dont je voulais vous parler ce matin, et j'ai fait un petit peu de recherche pour vous, d'où le petit papier que vous excuserez, mais voilà, je voulais rien oublier. Et j'ai été regarder justement plusieurs enquêtes qui ont été faites ces dernières années
que ce soit par l'observatoire du groupe Manpower, que ce soit par les Échos Start, que ce soit également le Figaro Magazine ou alors l'observatoire de Pôle Emploi. Et je vous ai proposé, enfin je vais vous proposer en tout cas un petit top 10 des soft skills du coup, qui me paraissent importants aujourd'hui à développer chez vos collaborateurs. Il y a un premier en tout cas qui revient partout, c'est l'adaptabilité. Être capable de s'adapter aujourd'hui dans toutes les situations, c'est une capacité, enfin vraiment quelque chose de précieux chez les collaborateurs. Tout change de plus en plus vite, et la capacité d'être agile et de se dire, bah voilà, je vais accepter en tout cas ce changement et je vais m'adapter, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le deuxième point que je voulais mettre en avant, c'était la capacité aussi à s'organiser et en fait à prioriser ses tâches. Aujourd'hui, avec cette infobésité dont on parle, on reçoit énormément de choses, et l'ordre en fait dans lequel je vais choisir de travailler va certainement être déterminant, en tout cas pour à quel point je vais être efficace, à quel point je vais satisfaire les attentes des personnes en fait, qui m'ont sollicité. Il y a un troisième point qui serait l'esprit d'équipe. Et l'esprit d'équipe, c'est plus forcément celui comme on l'entendait à l'époque, parce qu'aujourd'hui, en fait, l'esprit d'équipe, il est plus large que simplement sa propre équipe. On parle aujourd'hui beaucoup de collectif de travail. On travaille en mode projet, souvent, et c'est la capacité à dupliquer en fait, cet esprit d'équipe avec des collectifs de travail sur lesquels on est impliqué régulièrement. Et ça, c'est aussi une compétence très précieuse. J'ai un quatrième point qui est sur l'autonomie. Aujourd'hui, je pense que l'autonomie, la capacité à prendre en charge un projet, c'est vraiment une capacité aujourd'hui essentielle et à travailler, à développer chez les collaborateurs, parce qu'elle permet vraiment, je dirais en tout cas, de donner de la visibilité en fait, aux personnes qui sont également autour de nous et d'être considéré aussi comme un collaborateur qui est fiable. Il y a également le sens des responsabilités, en tout cas, et là c'est vraiment, je pense, la capacité pour un collaborateur de se dire, on revient un petit peu sur la priorisation, mais voilà, je prends un sujet, j'en suis responsable et je le développe, et ça me paraissait aussi très important. Et je vais vous dire, en tout cas sur les derniers points également, la capacité du coup à être créatif et en fait oser proposer. Et ça, c'est pas toujours le cas dans la culture des grands groupes, qui peut parfois être très procédurière. Et c'est aussi là un sujet pour les managers de proximité, d'être sur une posture qui offre la possibilité aux collaborateurs d'être force de proposition sur les sujets sur lesquels il est expert et il peut avoir une valeur ajoutée. La gestion du stress, le travail sous pression. Pour revenir sur l'infobésité, mine de rien, on a tous, je dirais, voilà, des emplois du temps très chargés et beaucoup de travail. Et la capacité à se poser, à toujours rester calme, c'est également quelque chose qui permet de mieux gérer les choses au jour le jour. Et les deux dernières, en tout cas moi, qui m'ont paru les plus importantes, ce serait la capacité à apprendre. Et là, la capacité vraiment à apprendre, on parle vraiment là d'une posture, c'est je suis ouvert vraiment à ce nouveau sujet et on vient rejoindre l'adaptabilité que j'évoquais en premier point. Et il y en a une dernière moi, qui m'a plu, que j'ai envie de mettre en avant, c'est l'optimisme. Je pense que l'optimisme, c'est une vraie qualité à développer chez vos collaborateurs parce qu'elle est communicative et elle permet voilà, je dirais à tout le monde d'être justement dans cette bonne dynamique pour travailler, pour développer voilà, de nouvelles compétences et de nouvelles manières de travailler. J'avais également quelques compétences moi, qui m'intéressaient, qui venaient des startups et dont vous pouvez vous inspirer. Et ça c'est pareil, je me suis également basé sur une étude. En fait, nous, quand on a monté une start-up, on nous conseille de valoriser plusieurs éléments. Et l'un de ces éléments, c'est par exemple être capable d'innover avec un budget minimum. Ça paraît pas grand-chose, mais nous en start-up, c'est vrai qu'on est un petit peu contraint par tout ça. Et donc quand on se pose la question de faire des nouvelles choses, et de toute façon, il faut qu'on fasse avec les moyens du bord. Et ça, c'est une vraie qualité qui est transposable à vous dans les grands groupes, d'être capable de se dire, voilà, là, j'ai peut-être pas forcément de moyens, j'ai peut-être pas forcément le temps d'attendre tout le processus d'escalade décisionnelle. Comment je fais, comment je peux me débrouiller, comment je trouve ce qu'on appelle des workarounds en start-up, comment je vais trouver voilà, un chemin détourné pour arriver quand même à faire ce que je voulais faire. En start-up, on dit également qu'on ne se remet pas en question, on pivote. Et ça, je trouve également que c'est une posture qui est intéressante pour se dire que voilà, quand peut-être voilà, je rencontre un problème, je ne vais pas voilà, me remettre en question de moi, je vais voilà, peut-être changer mon fusil d'épaule et je vais pivoter. Et ça, je trouve que c'est aussi une posture intéressante à faire travailler chez vos collaborateurs. Il y en a une troisième qui est l'obsession de l'expérience utilisateur. Nous, en start-up, on se met toujours dans la peau de nos clients, systématiquement. Et j'essaie de faire toujours preuve de bon sens un maximum en me disant voilà, si j'étais à la place de mon client, qu'est-ce qu'il va en penser? Et ça me paraît très important aussi comme compétence, en tout cas à encourager, à développer auprès de vos collaborateurs.
Il y a également être en veille permanente sur les nouvelles technologies. Et ça, c'est pour rejoindre ces cycles d'innovation très rapides. Quand il y a quelque chose de nouveau, je pense que c'est intéressant, à minima, de s'y intéresser et encore mieux d'avoir une appétence pour s'y former. Et puis, il y avait également aimer partager ce que l'on vit, qui, pour rejoindre cet optimisme, me paraît être quelque chose d'essentiel et que nous, en start-up, on partage beaucoup. Comme vous voyez, moi ce matin, je suis heureux d'essayer de vous partager tout ça. Et voilà, j'espère que c'est des choses qui sont communicatives. Et je pense que chez vos collaborateurs, lorsque quelqu'un est passionné, également, c'est quelque chose qui se ressent. Voilà. Extrêmement riche. Messieurs, je vous laisse réagir, rebondir, peut-être sur une ou deux compétences. Moi, j'ai envie de dire, on pourrait échanger longuement sur tout ce que vous avez évoqué, parce que bon, c'est des choses qu'on vit au quotidien. Je vois pas mal de collègues directeurs de caisse les caisses de Crédit Mutuel, chez nous, c'est une agence, hein, un peu particulier. Donc, ils sont patrons, c'est les patrons de PME. Et ce que vous avez évoqué, c'est des choses qu'ils vivent au quotidien. Moi, mon souci par rapport à eux, parce que, comme je le disais tout à l'heure, la clé de voûte, pour moi, c'est eux, c'est de ne pas les submerger, c'est-à-dire de leur donner le temps de faire ce que vous dites. Et là, j'ai un vrai problème aujourd'hui, c'est que réglementairement et par rapport à tout ce qui nous tombe dessus, j'ai de la complexité à gérer. Mais je vous entends complètement et je suis complètement en phase avec ce que vous dites. C'est trouver, mettre beaucoup de sens dans ce qu'on fait, c'est donner l'impulsion, donner cette motivation et de l'optimisme. Il faut de l'optimisme dans une entreprise. Sans optimisme, on n'avance pas. Et je le vois bien, hein, quand mes managers de proximité sont optimistes, ça avance mieux. Quand ils le sont un peu moins, c'est plus difficile. Mais bon, tous les sujets que vous avez évoqués, je pense qu'ils mériteraient qu'on y passe un peu plus de temps et qu'on échange davantage, mais on est totalement en phase. Sachant que mon sujet, je pense que le sujet de beaucoup de grandes entreprises aujourd'hui, c'est ça, c'est de faire en sorte que ces managers de proximité, on puisse leur laisser le temps de faire ce que vous dites et qu'on ne les submerge pas de travaux administratifs et autres qui doivent certes être faits, mais il faut qu'on trouve d'autres solutions justement pour les traiter, pour éviter de leur faire passer tout leur temps et leur permettre d'être beaucoup plus en accompagnement de leurs collaborateurs et les faire grandir. C'est ça le vrai sujet, quoi. Richard, peut-être, puisque tu as le micro, est-ce que tu as des marges de manœuvre justement sur la solution que tu proposes pour dépolluer d'une certaine manière la technique et libérer l'humain? Nous, dans ce qu'on fait aujourd'hui avec Devor pour tous les réseaux de restaurants, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire, je suis entièrement d'accord avec deux choses qui ont été dites tout à l'heure, redonner la donnée pour qu'elle soit accessible au quotidien et utilisée au quotidien, et entièrement d'accord sur le fait que ce sont les managers de terrain qui ont besoin de ces données. Et donc nous, avec tout ça, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire aussi ressortir les bonnes pratiques du terrain. C'est-à-dire qu'on leur donne une donnée dont ils ont besoin sur une device qu'ils peuvent utiliser au quotidien pour qu'ils puissent l'utiliser facilement, simplement. Et après, on leur permet de partager ces datas pour voir qui performe sur quel indicateur au travers du réseau, et que les managers entre eux puissent remettre de la communication entre les managers entre eux pour qu'ils puissent faire ressortir les bonnes pratiques des uns et des autres. Donc ce n'est pas exactement sur le système bancaire, mais je pense qu'après on peut y trouver des similitudes. Mais l'idée vraiment, c'est d'arrêter de penser que les données elles doivent toujours venir d'en haut vers le bas, mais de faire ressortir toutes les bonnes pratiques du terrain au quotidien par les managers de points de vente. Ouais, je partage tout à fait tout ce qui vient d'être dit, notamment Valentin sur la liste des soft skills, on est complètement là-dedans également. Aujourd'hui, tout l'accompagnement des managers se fait autour de ça. Nous avons construit depuis déjà longue date un parcours de formation pour les nouveaux directeurs de caisse et d'agence, et il y en a en face de moi qui ont suivi ce parcours de formation. Aujourd'hui, on travaille sur mettre en place quelque chose pour les directeurs en poste, parce que aussi, depuis le temps qu'ils ont été nommés, les choses qui ont été changées. On a nous aussi une autre catégorie de managers qui sont les managers des services centraux et des second degrés, les nouveaux, et puis ceux qui sont déjà en poste depuis longtemps. Et sur ces 4 populations, on travaille à des parcours de formation là, pour les années qui viennent, entièrement orientés vers les soft skills. On ne parlera pas du tout de technique bancaire. S'ils sont là, c'est parce qu'ils savent déjà faire de la banque, mais uniquement sur... on va travailler avec toute l'intelligence émotionnelle et tout ce qui va derrière, avec la confiance en soi, la conscience de soi et autres. Et tout ça sera le fil rouge sur les parcours de formation qu'on va donner à nos futurs managers. On revient toujours sur eux, mais si on veut que les équipes sur le terrain, qu'elles soient en services centraux ou qu'elles soient en agence bancaire, s'approprient les nouvelles méthodes et les nouvelles compétences dont ils vont avoir besoin, il faut que les managers sachent piloter ceci.
Donc vraiment, il faut commencer par le niveau. Juste pour compléter, en vous entendant, Valentin, j'avais l'impression, je me disais finalement, on est nous-mêmes une start-up, hein, parce que tout ce qui est autonomie et responsabilité, ça intègre notre modèle organisationnel, coopératif, mutualiste, hein, parce qu'on part nous aussi des besoins de nos clients, parce que là-dessus on a nos élus des caisses, donc nos clients qui nous font remonter ces desiderata et qu'on transforme ensuite en offre, hein, pour nos clients. Sur les compétences, il y a parfois des injonctions paradoxales, c'est-à-dire qu'on nous dit il faut avoir des compétences techniques très fortes, parce que c'est là-dessus que finalement demain nos clients vont nous attendre. À côté de ça, les outils technologiques vont permettre aux clients d'avoir un niveau d'information au moins égal, parfois supérieur à ce qu'on peut demander à nos collaborateurs, parce qu'on a une gamme, une palette de produits et services qui est extrêmement large, et donc c'est sur les compétences comportementales qu'on va devoir agir. En fait, il faut qu'on ait tout ça dans la besace, qu'on fasse monter les compétences. Et on change aussi notre logiciel par rapport à l'appréhension en termes de recrutement qu'on va avoir des collaborateurs, parce que on raisonnait beaucoup sur un niveau d'études. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore complètement pertinent? C'est pas que ce soit plus du tout pertinent, ça le reste quand même un peu. Mais malgré tout, il faut faire autre chose. Et à titre d'exemple, on est en train de travailler avec Pôle emploi qui a mis en place dans chaque département une structure pour des gens qui n'ont pas forcément de diplôme, des fois qui n'ont même pas le niveau bac, qui ne travaillent que sur les compétences par rapport à un métier qu'on leur demande d'analyser chez des gens qui sont en recherche d'emploi. Et on peut trouver dans ce cadre-là des gens qui vont avoir des compétences personnelles, une capacité de s'adapter, surtout, c'est ça qu'on va rechercher, qui sera importante. Et il y a de très belles surprises quand on travaille dans ce cadre-là. Très bien. Donc une vraie ouverture qui prend vraiment pour boussole l'humain. Je veux juste revenir sur un des points que tu as souligné, Valentin, qui est d'avancer de manière frugale, parce que la start-up est contrainte par ses moyens, mais finalement c'est nourricier pour la créativité, pour l'agilité. Comment est-ce qu'un grand groupe peut souhaiter ou non avancer effectivement de manière frugale pour stimuler effectivement l'accélération un peu en mode projet? Pour le coup, pour un grand groupe, je pense qu'il y a un vrai sujet, en tout cas, de donner l'autonomie aux collaborateurs et donner la possibilité aux collaborateurs de le faire. On a beaucoup de charges de travail, parfois très processées, parfois très cloisonnées ou silotées, comme on dit. Et je pense que voilà, pour innover en mode projet, il faut déjà donner aux collaborateurs l'information. Et l'information, c'est vrai qu'aujourd'hui passe beaucoup par la donnée, mais c'est lui donner en tout cas la vision et lui donner peut-être l'opportunité de lui-même de faire peut-être des recoupements, de se dire ah tiens, plutôt qu'utiliser peut-être un prestataire extérieur, je pourrais peut-être utiliser tel service ou faire appel à des compétences en interne. Et c'est, je pense, lui donner déjà un premier niveau de connaissance qui va lui permettre, pourrait peut-être faire comme de se projeter. Et ça, pour moi, c'est l'étape, à mon avis, le socle nécessaire pour permettre, en tout cas, à un grand groupe de travailler de façon plus agile. C'est ce partage des connaissances et de l'information. Parfait. Bon, je vois l'heure tourne. Désolé, messieurs, parce que c'est extrêmement passionnant et vous nourrissez bien le débat. Je vous propose de conclure pour vous laisser la parole si vous voulez engager un petit échange d'une dizaine de minutes. Et je vous propose, messieurs, de conclure de manière extrêmement pragmatique, puisque vous allez chacun regagner vos activités respectives. Est-ce que, à l'appui de ce qu'on a évoqué, qui nous projette et qui nous permettent de prendre de la hauteur, est-ce que vous avez une bonne pratique à nous proposer qui viendrait se nourrir du débat tout en étant effectivement rapidement opérationnel? Moi j'en aurais une. Je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment un point clé qui peut lier, en tout cas le sens de mon intervention, c'est je pense que la coopération aujourd'hui c'est un vrai sujet fort, transverse, qui peut toucher l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des managers. C'est se dire que je coopère, c'est être toujours dans une posture ouverte aux autres, ouverte à l'innovation, adaptable. Et je pense que lorsqu'on encourage et qu'on développe la coopération entre ses collaborateurs, ça permet, à mon avis, en tout cas, ça renforce beaucoup de choses. Moi, il y a beaucoup de choses à retenir par rapport à ce qu'on a vu. Il y a une chose qui me paraît être importante pour moi et qui est essentielle, que je dois essayer de faire transpirer au travers de mes interventions tout au long de l'année, c'est l'optimisme. Et cet optimisme, il est fondamental pour pouvoir faire tourner n'importe quelle entreprise, parce que c'est l'optimisme, encore une fois, du manager de proximité qui va permettre globalement à l'ensemble de son équipe de progresser. Et moi, je veux continuer de travailler là-dessus,
On avait hier soir une belle fête, juste à côté, là. On a fêté nos 50 ans du Crédit Mutuel du Sud-Est. Et je pense que de cette soirée a ressurgi un élan d'optimisme qui me paraît être intéressant. Et moi, personnellement, maintenant, je vais rebondir là-dessus. Et puis, on aura l'occasion d'en parler avec tous mes managers de proximité. Et j'aimerais qu'eux aussi aient la même attitude vis-à-vis de leurs collaborateurs. Je crois que quand on parlait de collaboration, il faut aller jusqu'au bout. Et dans les deux sens. Moi, si je devais soulever juste un point, ça va être mon passé de restaurateur qui ressurgeait, mais c'est la notion de service, d'être au service de ses collaborateurs, au service de ses clients, pour les mettre dans les meilleures dispositions pour être mis en avant et se sentir bien. En revenant sur tout ce qu'on s'est dit, si on veut avoir des collaborateurs qui soient autonomes, qui soient responsables, qui soient engagés, moi la bonne pratique c'est qu'il faut donner du sens à leur travail. Heureusement, il n'y aura pas de redondance, je craignais ça en passant en dernier. Vous l'avez compris, on s'appuie sur nos managers de proximité. Et pour ça, pour moi, ce serait au quotidien l'exemplarité, dans le sens donner l'exemple. C'est-à-dire pratiquer soi-même, continuer à faire ce qu'on demande à ses collaborateurs de faire, notamment l'utilisation de ces nouveaux outils, de cette nouvelle méthodologie de traitement de l'information et notamment de relations avec nos clients. Bonjour, merci pour la richesse de vos interventions. Moi j'ai une question qui est volontairement un petit peu poil à gratter. Quid du conseiller bancaire? Vous avez beaucoup parlé de vos collaborateurs et pour les personnes du Crédit Mutuel. Nos deux entrepreneurs ont beaucoup parlé de l'obsession du service client. Qu'est-ce qu'on fait en fait de ces 100 000, 120 000 conseillers bancaires? Vous parlez d'optimisme. Tous les 2 mois, on a une banque qui licencie des conseillers bancaires. Demain, en fait, que vont faire ces gens et quelle est la place qu'ils vont avoir par rapport à leurs clients? Alors on est peut-être un peu atypique, on licencie pas pour le moment en tout cas, et on n'en a pas l'intention. On est très optimiste pour l'avenir et en fait on est dans notre plan stratégique à 5 ans, on est dans un schéma de développement qui est encore je dirais assez optimiste et on a des objectifs ambitieux. Ce qu'on fait, nous on est intimement convaincus, c'est pas vrai de toutes les banques loin s'en faut, on est intimement convaincus de la valeur ajoutée de nos conseillers. Mais cette valeur ajoutée, Alexandre l'a très bien dit tout à l'heure, elle ne sera pas uniquement dans la compétence et dans la technicité, parce que c'est vrai que les informations, vous en trouvez partout aujourd'hui, et à la limite, je peux me passer de mon conseiller d'une certaine manière. Sauf qu'en réalité, quand je dois décider, je ne peux pas très bien m'en passer, parce que j'ai besoin justement de cette confiance, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va me valider mon choix et qui va me permettre de m'aider. Alors, ce qui va être essentiel pour nous, mais on y travaille depuis de longues dates aujourd'hui, c'est pas depuis aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on soit davantage en proactivité, qu'on aille vers nos clients, qu'on soit force de proposition. Et là, on revient à la connaissance des outils, la data, la connaissance du client, proposer la bonne offre, le bon produit au bon client. Ça va être un pari fondamental. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est totalement sortis, nous, de l'idée de faire des campagnes commerciales. Pour nous, c'est terminé, c'est derrière nous. On est dans un schéma de connaissance du client, et dans un schéma qui doit permettre à nos conseillers d'amener de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de vraiment apporter le service attendu par le client. On avait tendance à faire les choses à l'envers. Avant, on disait toujours, un client, il a besoin de ça, il a besoin de ça, il a besoin de ça. Non, c'est pas comme ça. Le client, il faut qu'on comprenne ce dont il a besoin et ce n'est pas nous qui devons décider ce dont il a besoin. Et ça, je pense que si on réussit ça, c'est-à-dire qu'on fasse en sorte que nos clients achètent nos produits et plutôt qu'on les vende, là on aura gagné. Mais dans notre schéma à nous aujourd'hui, on n'est pas du tout sur des plans de licenciement. C'est vrai que ça va à l'encontre de tout ce qui se passe dans le monde bancaire. 50 000 suppressions d'emplois depuis le 1er janvier en Europe. C'est dire que c'est un peu une sidérurgie aujourd'hui. Bon, allez, on touche du bois, hein, mais on n'est pas du tout dans ces schémas-là. Merci. Et peut-être pour renforcer les propos de Jean-Luc, on en est tellement persuadé qu'on vient de créer notre propre CFA, notre propre centre de formation des apprentis, qui nous permet aujourd'hui de délivrer des licences professionnelles, de délivrer des masters à des étudiants qui seront formés à nos méthodes, à nos outils, à nos produits, à nos valeurs. Comme quoi on est persuadé qu'on aura encore besoin de conseillers clientèle particuliers et professionnels dans les années à venir. Donner la parole à Alexandre, je rajouterai une chose, c'est que notre choix stratégique, c'est de sortir de nos métiers traditionnels sans les oublier. C'est-à-dire, pour faire de la banque, il faut faire du crédit, il faut faire de l'épargne. Mais nous, notre objectif demain, pour être désensibilisé de ces problématiques de marge, qu'on ne va pas refaire. Hein. Aujourd'hui, le marché, ils sont ce qu'ils sont, les marges, on n'en fait plus ou très peu. Notre objectif à nous, c'est la diversification.
qu'on a entamé il y a 30 ans avec l'assurance, puis la protection du domicile, puis la téléphonie, etc. Demain, on a l'intention de faire beaucoup d'autres choses encore. On considère que la confiance qu'apporte le client, qu'apporte le conseiller à son client, c'est un élément fondamental pour pouvoir lui proposer d'autres services. Alors, je ne dis pas qu'on va forcément faire des marketplaces, mais je pense qu'on est légitime et en mesure de proposer des produits supplémentaires, des services supplémentaires à nos clients qui vont nous permettre, comme je disais tout à l'heure, d'être moins sensibles à la problématique de la banque en tant que telle, parce que ce que regarde aujourd'hui la majorité des banques, c'est comment est-ce que je vais m'en sortir avec une marge aussi faible. Si je regarde par là, je commence à dire ouais, il faut que je ferme des agences, il faut que je licencie du monde. On a pris les choses à l'envers, on dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour servir nos sociétaires et faire en sorte que demain, nos collaborateurs aient toujours du job. Un dernier mot, on est très optimiste, mais on garde les yeux grands ouverts quand même. Parce qu'on essaie de mettre en place l'offre relationnelle qui fait que nos clients et futurs clients auront envie d'avoir ce contact humain. Ceci dit, on le voit dans certaines grandes banques, on crée des agences virtuelles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contact physique, mais c'est des agences qui existent réellement avec des conseillers, un manager de proximité de ces conseillers qui ne voient plus leurs clients. Donc certains font des choix complètement différents. C'est à nous d'apporter une offre qui fera qu'on donnera encore envie aux gens de venir nous voir. Autrement, on peut scier la branche sur laquelle on est assise. Donc c'est une vraie question quand même de la position du conseiller bancaire. Nous, on a fait un choix qui est le choix de placer l'homme au centre de cette relation. Ce n'est pas le choix que font tout le monde. Et c'est aussi, reste à voir quel sera le choix de la société en général, de savoir si on veut s'adresser à un homme plutôt qu'à un robot qui aura probablement des compétences techniques qui seront aussi bonnes, peut-être même dans certains cas meilleures. On le voit dans le domaine médical notamment. Donc les choses évoluent et on s'adaptera à ça. Merci. Une autre question, un rebond encore? Alors moi j'ai une question sur les données, notamment pour les startups qui sont ici présentes. En tant que manager justement de proximité, il y a énormément de données qu'on peut exploiter, à la fois sur le plan commercial, organisationnel. Sur l'humain, aujourd'hui, on est plutôt sur la proximité qu'on a avec nos collaborateurs. Force est de constater qu'il y a de plus en plus de données et que c'est parfois compliqué de tout compiler pour trouver les bonnes données qui correspondent. Et sans cette connaissance qu'on a de nos collaborateurs, c'est impossible de l'exploiter par rapport à chaque situation. Et comment justement vos solutions que vous mettez en œuvre et celles que vous recherchez pourraient justement nous aider à avoir à la fois une approche d'exploitation de données sur le plan pur et d'adaptabilité sur la partie humaine des collaborateurs. Comment justement croiser ces données pour que la donnée pure ne nous remplace pas, mais en tout cas nous aide à accompagner et à gagner du temps dans notre quotidien. La philosophie dans laquelle on développe l'outil, c'est vraiment pas de remplacer, par exemple, un manager sur cette partie RH ou gestion humaine, c'est plutôt d'augmenter en fait le manager avec justement la force de cette donnée. Nous, pour SpeakUp, par exemple, en quête d'engagement, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, c'était un processus qui se passait entre peut-être le service RH et les collaborateurs, où le manager n'était pas forcément en fait impliqué ici dans ces sujets. Nous, aujourd'hui, on essaie de faire en sorte que les collaborateurs puissent s'exprimer de façon anonyme ou non, de la façon dont ils le souhaitent, dont ils préfèrent, et que ensuite cette information, une fois qu'elle est remontée au service RH, puisse redescendre justement, ruisseler vers les managers pour qu'eux aient des actions concrètes et des leviers concrets sur le ressenti de leurs collaborateurs régulièrement. Et en fait, ça, on est vraiment sur, nous, en fait, notre approche de nos segments clients. Moi, à qui j'apporte de la valeur, à mon DRH, potentiellement, qui va utiliser de la donnée, à mes collaborateurs, il faut qu'ils répondent, en fait, en tout cas de façon la plus agréable possible, à des questionnaires qui sont rapides, réguliers, mais qui, voilà, mine de rien, leur prend du temps par rapport à leur travail. Et le dernier interlocuteur que moi j'ai, enfin, outre le CSE, c'est les managers. Et comment j'apporte de la valeur, justement, aux managers et de façon synthétique, rapide. Et ça, ouais, c'est quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations, en tout cas, moi, sur la partie humaine, et d'avoir, voilà, un format de restitution qui est le plus clair, le plus limpide possible. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a trois typologies de collaborateurs. On a des collaborateurs qui commandent toujours de façon anonyme,
C'est leur manière de fonctionner. On a des collaborateurs qui commandent de façon anonyme ou nominative selon les sujets, parce qu'il y a des sujets sur lesquels ils veulent s'exprimer de façon nominative et d'autres pas. Et on a des collaborateurs qui s'expriment toujours en fait, de façon nominative parce que c'est leur moyen d'expression. Et après aujourd'hui, on manque de recul également. Nous on a 1 an et demi aujourd'hui d'existence chez la plupart de nos clients. Et donc c'est vrai que c'est des données peut-être qu'on verra évoluer dans le temps avec l'évolution des cultures et des modes d'échange. Mais voilà, aujourd'hui on n'a pas encore pu constater, en tout cas, une levée, ou en tout cas des commentaires de plus en plus nominatifs. Très bien. Merci, messieurs. Une dernière question. Oui, Thierry. Bonjour, je travaille à la direction commerciale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Et la notion de data, de service, c'est super important. Et pour nous, la data la plus pertinente, c'est celle qui est au plus proche des clients. Et là, je vais m'adresser à la start-up qui travaille dans la restauration et qui parle de data et de service. Nous, comment on peut encourager encore plus les collaborateurs au plus proche des clients de saisir la data qui sera certainement celle qui sera on peut avoir tous les logiciels, les outils d'identification d'opportunités pertinentes. C'est quand le client nous donne des informations qu'on est sûr d'à peu près de pas trop se tromper. Et vous, au niveau des restaurants, c'est pareil, les goûts sont tellement différents que comment vous encouragez? Alors, est-ce que vous avez une démarche, des outils qui peuvent encourager les restaurateurs qui travaillent avec vous à saisir le plus régulièrement possible cette information au plus proche du client? Nous, en fait, on n'est pas du tout dans cette problématique-là, mais par contre, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que avant de traiter la donnée, il faut que cette donnée elle soit générée. Et ça, c'est plutôt le job sur lequel on s'appuie de toutes les startups qui sont en train de se développer autour de nous. C'est eux qui amènent des solutions innovantes. Dans la restauration, par exemple, le meilleur exemple, c'est la saisie des achats de matières premières, qui a toujours été un énorme problème parce que ça représente une part variable hyper importante dans un restaurant. Il n'y a aucune visibilité puisque toutes les commandes étaient toujours passées par téléphone, etc. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des startups qui proposent des solutions innovantes qui permettent de pouvoir saisir les commandes en direct sur une application qui permet de générer cette donnée et nous, après, derrière, de la traiter. Mais c'est une vraie problématique, parce qu'avant, je travaillais sur un système où, justement, on demandait aux gens de saisir cette donnée-là, et c'était quelque chose qu'on n'avait jamais réussi à faire en 10 ans, au final. Et au final, comment on y a répondu, enfin comment les startups sur lesquelles on s'appuie y ont répondu, en apportant une solution qui soit proche de son utilisateur. C'est-à-dire qu'avant, pour être plus précis, avant on leur demandait de repasser derrière un bureau, d'ouvrir un ordinateur et de saisir leurs commandes, ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire et ce n'était pas leur mode de fonctionnement au quotidien. À partir du moment où on leur a permis et on leur permet de s'intégrer directement et de faire ça directement sur leur téléphone ou sur une tablette, sur leur lieu de travail sans avoir à se déplacer, et bien là on arrive à récupérer cette donnée. Mais c'est un vrai problème. Très bien, on a beaucoup parlé d'engagement, on va tenir le nôtre, il est 10 heures. Merci messieurs pour cette intervention d'une grande richesse.